Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette principale édition du soir. Au menu de l'actualité, hausse des prix de certaines denrées de première consommation. Les chefs de familles nombreuses ne savent plus où donner de la tête. L'État est interpellé pour des solutions concrètes en matière des prix des denrées dans le marché. Reportage à suivre dans ce journal. Immigration clandestine vers un accord de collaboration entre le Sénégal et l'Agence européenne de garde-frontières et garde-côtes. Dans cette collaboration avec l'État du Sénégal, l'Union européenne va assister techniquement les gardes sénégalaises en termes de matériel. À suivre les explications de la commissaire européenne Irène Mingasson dans ce journal. Nous sommes champions d'Afrique de football depuis dimanche dernier et c'est toujours la fête. Beaucoup de supporters sénégalais sont à la quête de cette toute première étoile sur le maillot national, ce qui fait l'affaire des sérigraphes au moment où les maillots sont en rupture de stock. Reportage à suivre avec Mam Alassane Laïsek dans ce journal. Et enfin, dans Fenêtre d'Afrique, ce soir en Gambie, les états-majors des partis politiques se préparent pour les élections législatives prévues dans 2 mois, juste après l'élection présidentielle. À suivre en fin d'édition les précisions d'Amadou Barry, notre correspondant permanent à Banjul. Ce sera tout à l'heure. Bienvenue à tous. D'abord, cette information, 8 morts dans un accident de la route. Le drame s'est produit ce vendredi à hauteur du village de Bak-Sambadjor dans le département de Guinguinéo. Selon une source sécuritaire citée par Omedia SN, un minicar en provenance de Porokhane est entré en collision avec un bus en partance pour la même ville. Les corps des victimes ont été déposés à la morgue de l'hôpital régional de Kaolack. Je vous le disais tout à l'heure, le prix de certaines denrées de première consommation sont en hausse au Sénégal et certains chefs de famille se retrouvent à débourser beaucoup plus d'argent que d'habitude pour assurer les dépenses quotidiennes. Et ceux qui ont de grandes familles à nourrir ne savent plus à quel sens se vouer face à cette situation qui perdure malgré les nombreuses interpellations aux autorités compétentes. C'est un reportage signé Marem Diaye. Le prix du sucre passé de 600 francs à 625 voire 700 francs sur toutes les lèvres au marché Ngelao à Grand Dakar. En croire les consommateurs rencontrés, le sucre n'est que l'arbre qui cache la forêt. Par les temps qui courent, difficile d'évaluer la dépense quotidienne. On ne peut pas le faire. Parce que pourquoi? On ne détient même pas la tête qu'on dépense par jour. Ça, on ne peut pas le savoir. Parce que pourquoi? Vu l'actualité, chaque jour que Dieu fait, tu entends, parce que c'est hier seulement que j'ai entendu encore le sucre, on l'a augmenté. Hein? Il y a l'huile, hein? Il y a le riz, le sac de riz actuellement, le plus petit sac, on vend ça à 15 000 et quelques. Cet homme a en charge une grande famille de 25 personnes environ. Il plaide pour la diminution du prix des denrées alimentaires. Moi, ce que j'ai en charge, c'est une population. J'ai en charge plus de 25 personnes dans ma famille. Parce que c'était une maison familiale. J'utilise le sac de riz, 3 sacs de riz par jour. Que le chef de l'État nous entend et nous soutient. Parce que nous, on est des fers, on est tellement, la vie est tellement chère, on parle à se débrouiller, que nous diminuons le sac, l'huile, le riz, le sucre. Pour d'autres, les autorités devraient être plus vigilantes sur le contrôle des prix. C'est le ministre du Commerce qui devait prendre ses responsabilités en envoyant ses agents dans le marché sur le terrain pour faire un contrôle strict. Alors si toutefois qu'il voit par exemple un commerçant qui est en train de discuter, mais qu'il inflige alors des amendes, ce qui fait que maintenant bon, ça va servir de l'exemple pour que vraiment des pareilles choses ne se reproduisent plus. La demande du président Macky Sall au gouvernement de diminuer les prix des denrées de consommation courantes est plutôt bien accueillie. En attendant, pour beaucoup de personnes rencontrées, calculer la dépense quotidienne s'avère plus compliqué que de résoudre une équation.
Et visiblement, les Sénégalais devront prendre leur mal en patience. En effet, il faudra attendre jusqu'en 2023 pour observer une baisse des prix des denrées de première nécessité. C'est l'analyse du professeur Meissa Babou. L'économiste soutient que même si l'État veut compenser, il est impuissant face à cette situation. Le professeur Meissa Babou au micro d'Aline Sow. En 2023. Mais avant, je crois que nous sommes dans une phase inflationniste qui peut-être va prendre 1 an et demi, le temps que ça se tasse, le temps que en fait, les matières premières reprennent leur véritable valeur, le temps peut-être aussi pour l'OPEP et toutes les organisations de pétrole qu'on puisse baisser le prix du pétrole. Mais ça prendra du temps et je parie que ça peut aller jusqu'au milieu de l'année 2023. L'État est impuissant parce qu'en fait, la seule façon, si ce sont des facteurs exogènes, de contrer ces augmentations, c'est de faire une subvention. La subvention peut être directe, donner de l'argent, mais elle peut être indirecte à travers les taxes et les impôts et la douane. C'est-à-dire l'État abandonne certaines entrées d'argent pour dire je préfère perdre au lieu de faire perdre aux consommateurs sénégalais, ce qui peut être dans un contexte où l'État cherche de l'argent avec un endettement colossal, avec un remboursement qui est extrêmement cher, devient extrêmement difficile à croire. L'actualité, c'est aussi le Sénégal qui a reçu un renfort dans le cadre de la lutte contre l'immigration irrégulière. Il s'agit de 2 embarcations octroyées par l'Union européenne en marge de la pose de la première pierre du siège de la police de l'air et des frontières, un bâtiment d'un coût de plus de 340 milliards de francs CFA. Le compte-rendu est signé Mamadou Dieng. Les honneurs sont rendus au ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Abdoulaye Diome, dès son arrivée au camp Abdou Diassé. Il procède aussitôt après à la pose de la première pierre du siège de la direction de la police de l'air et des frontières, la DEPAF. Vous venez de procéder avec moi à la pose de la première pierre de l'édifice qui abritera le siège du quartier général de la direction de la police de l'air et des frontières. Ces gestes de haute portée traduisent le dynamisme de notre coopération dans la prise en charge des questions sécuritaires. Il s'en est suivi la remise symbolique des clés de 2 embarcations destinées à la surveillance des côtes dans le cadre de la lutte contre l'immigration irrégulière. Des 2 embarcations qui seront d'une importance capitale dans la lutte contre le trafic de migrants, mais également pour même d'autres activités telles que la surveillance concernant les activités illicites de pêche illégale. Ces gestes de haute portée traduisent le dynamisme de notre coopération dans la prise en charge des questions sécuritaires. L'Union européenne endosse le financement des travaux de ce siège de la DEPAF. Ils vont durer 12 mois. Le coût est estimé à 344 millions de francs CFA. L'Union européenne qui compte ainsi apporter son expertise au Sénégal dans le cadre de la lutte contre la migration irrégulière. L'UE, à travers l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, espère mener pour la première fois en dehors du continent européen, en collaboration avec les autorités sénégalaises, des opérations qui visent à stopper la migration irrégulière. Je vous propose de suivre les explications d'Irène Mingasson, ambassadrice de l'Union européenne au Sénégal, au micro de Mamadou Sy Abakar Diop. Chacune de ces commissaires est venue expliquer un peu dans le domaine de l'énergie, dans le domaine des investissements, dans le domaine du partenariat, dans le domaine du numérique et dans le domaine aussi de la sécurité de la migration, ce que nous pouvons faire ensemble en plus. Et un sujet particulier qui a été abordé, c'est la proposition de renforcer, ce serait pour la première fois en dehors des frontières de l'Europe, la coopération sur le sujet de la migration illégale, renforcée avec l'agence Frontex pour travailler
plus avant, ensemble, sur ce fléau des trafics humains qui sont l'une des problématiques qui affectent la société dans son ensemble. Et donc une proposition en ce sens est sur la table, sur laquelle nous allons travailler pendant les mois à venir. À quelques jours aussi du prochain sommet entre l'Union européenne et l'Union africaine qui va se tenir à Bruxelles. Un sommet qui ne sera pas un sommet d'échange déclaratoire, mais au contraire, un sommet évidemment très centré sur les politiques essentielles pour renforcer le partenariat entre l'Europe et l'Afrique, mais qui sera centré surtout sur des projets concrets pour avancer ensemble. Cette mission d'aujourd'hui est venue donner un peu de corps, un peu d'explication sur ce que ces différentes priorités thématiques vont recouvrer. Et dans l'actualité politique, 15 conseillers de la liste proportionnelle de Benno Bokk Yakaar de la commune de Sangalkam n'ont pas pris part à l'installation par le sous-préfet du nouveau maire de la coalition Yewwi Askan Wi, Pape Sow. Ils attendent le recours introduit depuis le constat d'irrégularité durant le vote du dimanche 23 janvier dernier. Les précisions d'Ousseynou Diallo, conseiller à Sangalkam, au micro de Babacar Seck. Nous tenons à rappeler ici que nous sommes des démocrates et des républicains. Nous n'avons aucun problème à reconnaître publiquement une défaite dès lors que des élections se soient déroulées à la régulière. Mais ce n'est malheureusement pas le cas. Ces élections n'ont pas été transparentes car entachées de fraude. Après la publication des résultats par la commission départementale de recensement des votes, comme la loi nous y autorise, notre plénipotentiaire a introduit un recours en annulation. Le recours n'étant pas suspensif, l'autorité administrative, conformément à la loi, poursuit le processus d'installation des exécutifs locaux. Nous en prenons acte et après concertation, nous, groupe des 15 conseillers élus sur la liste proportionnelle de Benno Bokk Yakaar, nous fondant sur le recours en annulation introduit par notre plénipotentiaire auprès de la Cour d'appel de Dakar, avons décidé à l'unanimité de ne pas assister à la cérémonie d'installation prévue ce jour 10 février 2022. Notre absence à cette cérémonie n'est ni un boycott, encore moins un acte de défiance à l'autorité administrative, mais tout simplement un acte politique légitime. En bon démocrate et républicain, ayant foi en notre justice, nous nous conformerons à la décision définitive qui sera rendue par les juridictions compétentes de notre pays. Et le conseil municipal de Diass a également installé son maire ce jeudi, occasion pour le maire élu Mamadou Ndione de rassurer ses administrés de son engagement à respecter son programme de campagne. Il a également affirmé sa volonté de former des conseillers municipaux pour une meilleure gestion des affaires de la commune. Muntaga Khan, reportage. Après avoir reçu le témoin des mains du maire sortant, Tidiane Diouf, le nouveau maire, à savoir Mamadou Ndione, qui a annoncé sa volonté de travailler avec tous les segments sociaux de la commune, s'est fixé comme objectif de s'attaquer à l'urgence tout en tâchant de ne pas oublier le structurant. Nous allons, avec l'aide de Dieu, travailler dans une approche participative, paisible et de confiance mutuelle, avec tous les segments sociaux pour agir sur les deux registres du temps. Les deux registres du temps que sont l'urgence et le structurant. Diass a des urgences dans tous les domaines. Mais Diass a aussi besoin de solutions pérennes et structurantes. La formation des élus locaux est envisagée par le nouveau maire. L'élu local n'est pas un actionnaire de la mairie. Il en est le serviteur. Il va garantir une présence assidue au conseil, aux séances du conseil. Nous avons l'obligation donc de former nos élus. Je veillerai dans les meilleurs délais à assurer la formation de tous les élus de la commune de Diass pour garantir le bon exercice de la mission. L'approche participative sera marquée par la mise sur pied de commissions techniques dont les membres pourraient ne pas faire partie du conseil municipal. Pour l'étude de certaines décisions du conseil municipal, nous mettrons rapidement en place des commissions techniques qui pourront faire appel à des expertises en dehors de l'organe de délibération. Tout à l'heure, j'ai formulé le souhait, très rapidement dès la semaine prochaine, de réunir tous les conseillers dans le cadre d'une sorte d'intercommission. Déjà, les présidents de commission sont identifiés et nous allons nous y mettre le plus rapidement possible.
Mamadou Ndione, le nouveau maire de Diass, compte également instituer un conseil consultatif regroupant les citoyens prêts à apporter leurs pièces à l'édifice pour l'émergence de cette commune de Diass. Écoutons-le au micro de Muntaga Kane. En faisant de ma modeste personne le premier maire directement élu au suffrage universel, vous attendez de nous une totale conformité de nos actes avec les 14 missions essentielles d'une collectivité locale. Je m'attelerai à ces tâches avec panache parce que je prends cette élection comme la rencontre entre une ambition de servir et un désir de changement qualitatif. Nous gérerons cette commune autrement s'il plaît à Dieu. Je m'engage à inscrire mes actions de maire en totale conformité avec les missions à moi assignées par l'homme. Je serai le maire du citoyen. Le citoyen, cet acteur essentiel, qui on l'oublie souvent, n'est pas un simple passager du navire. Il peut, le citoyen, faire en vertu du code général des collectivités locales toute proposition relative à l'impulsion du développement économique et social. Je veillerai à ce qu'à l'échelle d'un village ou d'un quartier, les citoyens puissent s'organiser en conseil consultatif pour nous faire des propositions sur tout dossier, conformément au code cité plus haut. L'installation des nouveaux conseils municipaux se poursuit également au nord du Sénégal. Réélu à la tête de la commune de Waladé pour 5 ans encore, Moussa Sow lance son appel à l'ensemble des acteurs politiques pour relever les défis relatifs à l'agriculture et à l'élevage. Il vient d'être installé par l'autorité administrative en présence de nos reporters Mokhtar Sek, Momar Alisnian, compte rendu. Élu pour la 3e fois maire de la commune de Waladé, Moussa Sow compte profiter de ce mandat pour s'attaquer au développement économique de sa localité à travers des activités liées à l'agriculture et à l'élevage. Nous sommes une commune frontalière, une commune aux ressources naturelles extraordinaires, surtout sur le plan agricole. Nous avons une population qui est donc à 99% une population paysanne. Ce sont des paysans, ce sont des éleveurs, ce sont en tout cas ceux qui pratiquent en tout cas le primaire comme on dit. Notre rôle sera en tout cas de faire en sorte que sur le plan économique, sur le plan en tout cas de l'augmentation des revenus, qu'il faut inculquer pour permettre aux paysans de vivre plus et mieux. C'est dans ce domaine que nous allons attaquer au niveau de l'agriculture, doter donc ces agriculteurs d'équipements tels que les motopompes, réaliser de grands aménagements, en tout cas faire de Waladé une zone de production agricole qui va permettre en tout cas à la population de tirer tout le maximum de revenus possible. Celui que les populations surnomment affectueusement le lion de l'île Amorphile vient d'être officiellement installé par l'autorité administrative. Effectivement, aujourd'hui, on est venu procéder à la séance d'installation du maire de la commune de Waladé. Et par la suite, ça a suivi l'élection des adjoints au maire de la commune. Le maire réélu de Waladé a profité de la cérémonie de son installation pour inviter tous les natifs du terroir à venir travailler avec lui pour faire de Waladé une commune émergente. Et je vous le disais en titre, le Sénégal est champion d'Afrique de football depuis dimanche dernier et les maillots de l'équipe nationale se font rares sur le marché. Les supporters qui en disposent courent derrière les sérigraphes pour se faire imprimer l'étoile au-dessus du logo de la Fédération sénégalaise de football. Un gagne-pain pour les floqueurs au moment où les vendeurs n'ont plus de stock de maillots disponibles. Le reportage est signé Mam Alassane Lasek. Déjà l'étoile sur le maillot des vainqueurs de la Coupe d'Afrique des Nations. Après la finale remportée par les Lions de la Teranga, les supporters mettent à jour les maillots. Oui, il y a beaucoup de gens qui viennent, on met juste l'étoile. Maintenant, il y a d'autres, ils viennent aussi, on les vend les maillots avec, on met l'étoile. L'étoile au-dessus du logo de la fédération séduit ce supporter. En fait, je me suis dit que je vais attendre d'abord que le Sénégal gagne la finale pour que je puisse acheter un nouveau maillot. Parce que sans l'étoile, le maillot ne sert à rien. Je me suis dit ça. Malgré les nombreuses difficultés au début de la compétition, ce vendeur de maillots n'a plus de stock. Quand il veut demander les maillots, mais c'est un manque quoi. Mais on attend le stock la semaine prochaine. On dit que ça va venir la semaine prochaine, Inch'Allah.
Les stocks des vendeurs de maillots sont épuisés. Pour les supporters qui en disposent, la plupart se dirigent vers les sérigraphes pour se faire floquer l'étoile de la 33e édition de la CAN. L'actualité ailleurs, c'est d'abord le Bénin où 3 attaques ont fait au moins 9 morts, dont un Français dans le nord du pays. 12 blessés ont aussi été déplorés par le nouveau bilan du gouvernement béninois. Il s'agit là des attaques les plus meurtrières dans ce pays, considéré comme un îlot de stabilité en Afrique de l'Ouest. Pas encore de revendications, mais des observateurs notent une insurrection terroriste originaire du Sahel qui s'est étendue à certaines parties donc, de l'Afrique occidentale, dont le Niger et le Burkina voisin. Et au Burkina Faso, 10 terroristes impliqués dans l'attaque d'Inata, tués. Ces derniers membres d'un groupe affilié à l'organisation Ansarul Islam ont été éliminés par la force Barkhane dans la nuit du lundi à mardi dernier. Ils étaient impliqués dans l'attaque sanglante du 14 novembre 2021 contre un camp de gendarmerie. L'armée précise également que 4 civils avaient été tués lors de cette opération. Une importante quantité d'armement a également été saisie par les forces armées. Fenêtre d'Afrique ce soir, une fenêtre sur la Gambie où les états-majors des partis politiques se préparent pour les élections législatives prévues dans 2 mois après donc la présidentielle organisée. Les Gambiens vont retourner aux urnes au lieu des urnes. Donc pour cette fois-ci, élire les 53 députés de l'hémicycle. Les états-majors politiques vont s'organiser donc pour se préparer pour la campagne qui doit démarrer le mois prochain après avoir remporté donc haut la main la présidentielle. Le président sortant espère gagner cette échéance pour dérouler ses projets sans anicroche à l'Assemblée nationale. Amadou Barry nous en dit plus en ligne de Banjul. Bonsoir Amadou Barry. Le compte à rebours est lancé. Ici, les législatives ont lieu le 9 avril exactement, c'est-à-dire dans 2 mois. Alors dans 1 mois, les partis politiques vont entrer en campagne. Le pays sort à peine de la présidentielle qui a été organisée le 4 avril dernier. Alors c'est un scrutin quand même test et un scrutin très important pour les partis politiques, non seulement pour le président Adama Barrow qui a formé son propre parti, on le rappelle, le NPP, le National People's Party, et qui va aller pour la première fois à une telle compétition. Alors pour bien dérouler son second mandat, le président Adama Barrow espère quand même confirmer cette tendance qui lui est favorable dans les urnes après avoir remporté la présidentielle avec 53%. Alors c'est le contraire pour le parti qui détient actuellement la majorité à l'Assemblée nationale, l'UDP d'Ousseynou Dabo, qui est arrivé 2e dans cette présidentielle. Alors le parti détient actuellement la majorité à l'Assemblée nationale et espère rééditer cet exploit de 2017 juste après la chute de Yahya Jammeh. Alors vous comprenez que ce sont des élections qui ont une grande importance pour les partis politiques. Alors on se mobilise ça et là, le parti au pouvoir va sortir de gros moyens et qui espère aussi, comme on l'a dit, remporter, confirmer cette tendance qui lui est favorable. Pour cela, il peut compter sur ses alliés qui vont l'aider, les alliés du parti au pouvoir qui ont été très déterminants, notamment le parti de Yahya Jammeh. Il faut aussi noter qu'il y a eu quelques défections ça et là dans le camp de l'opposition depuis la présidentielle, notamment l'un des mécénats du parti d'Ousseynou Dabo, il s'appelle Aladji Conté. Il faisait partie des gens qui financiaient le parti d'Ousseynou Dabo, qui a rejoint récemment la plérie du pouvoir, le parti d'Adama Barrow. Alors, il faut dire que les prochains mois risquent d'être très mouvementés dans le pays et le pays juste sorti à peine de la présidentielle va entrer dans un autre scrutin
un autre scrutin pour l'Assemblée nationale. On rappelle en Gambie qu'il y a 53 députés à l'hémicycle. Alors les 48 sont désignés, sont élus au suffrage universel direct. Les cinq autres sont désignés par le président de la République. C'est une autre particularité ici. Et on rappelle qu'actuellement, l'UDP d'Ousseynou Dabo détient la majorité à l'Assemblée nationale. Mais pour le parti au pouvoir, comme vous pouvez l'imaginer, le parti d'Adama Barrow, il faut remporter ces législatives pour pouvoir dérouler sans accroche son second mandat pour éviter, par exemple, le rejet de propositions de loi à l'Assemblée nationale. Et voilà, mesdames, messieurs, qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite des programmes sur ITV.